devant nous qui est comment vivre dans le Verdon. Donc, hop, vous avez vu, comme la semaine dernière, on va avoir un premier temps avec un certain nombre d'interventions. Enfin, un premier temps avec une première intervention qui sera la mienne, où je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on est là et à quoi ça sert ces débats. Donc, moi, je me présente, je suis Suzanne Joanny, je suis la co-directrice du parc. Ensuite, on passera la main à un certain nombre de personnes qui vont apporter des informations et qui vont nous permettre finalement de préparer les débats de samedi. Donc, pour commencer la séquence et avant de rentrer dans le contenu, donc je redis juste quelques petits conseils ou quelques petites manipulations possibles pour faciliter le travail en visio. Donc d'abord, vous avez en bas à gauche de votre écran deux options qui vous permettent de couper votre micro et votre caméra. Alors, couper le micro, c'est surtout quand vous ne parlez pas pour pas que les bruits autour de vous viennent finalement perturber tout le monde, parce qu'on entend beaucoup en fait en visio les bruits parasites. Et puis couper votre caméra, ça sera aussi pour parce que je vous le dis, je vais vous le réexpliquer tout à l'heure, on va en fait enregistrer les conférences. Et donc ensuite, on les remettra en ligne pour les personnes qui n'ont pas pu les écouter ce soir. Donc si vous n'avez pas envie d'être visible tout simplement sur la vidéo qui va être ensuite en ligne, vous avez tout à fait la possibilité de couper votre caméra. Alors, de toute façon, ce que je vais vous signaler, c'est que moi, j'ai la possibilité, si vraiment il y a quelqu'un qui a oublié de couper son micro et que ça fait trop de bruit, de couper le micro des participants. Alors, je ne le ferai pas dans l'intention de vous couper la parole ou de vous censurer. Je le ferai juste de manière à ce que ça ne perturbe pas les personnes qui parlent. Mais bon, vous savez qu'au cas où, j'ai cette possibilité. Et puis, pour la partie vidéo, tout en haut à droite de l'écran, vous avez la possibilité de choisir l'affichage qui vous convient. Et ce qu'on va vous suggérer pendant tout le long en tout cas aujourd'hui, parce qu'on est en mode conférence, c'est de choisir un affichage où vous allez pouvoir choisir quelque chose qui va s'appeler côte à côte intervenant. C'est-à-dire que vous allez avoir en gros au milieu le diaporama qui va s'afficher et sur la droite, la personne qui parle, uniquement la personne qui parle. Ce qui fait que comme ça, vous aurez peut-être plus une vision plus enfin, vous verrez plus en gros la personne qui parle, quoi. Et ça, nous, un peu par expérience, on trouve que c'est ce qui rend le mieux. Voilà. Quand vous verrez qu'à chaque intervention, on prendra un petit moment pour prendre des questions. Donc, vous aurez la possibilité d'intervenir, soit en levant la main, en vous signalant sur le fait que vous avez des questions à poser, mais surtout, et ça peut être tout le long, en réagissant par écrit dans l'onglet converser, conversation, chat. Ça peut s'écrire un peu de différentes manières selon votre version. Et donc, si vous écrivez des questions, nous, de toute façon, il y a des personnes de l'équipe du parc qui vont les relayer aux intervenants. Donc, voilà, même vos questions. Voilà, donc pour poursuivre, donc simplement, je vais vous présenter les personnes qui vont intervenir aujourd'hui. Donc sur cette thématique du vivre à l'année dans le Verdon. Donc il y aura Luc, qui est chargé de mission développement au parc. Ensuite, il y aura Carole, qui s'occupe plutôt des questions de paysage et d'urbanisme. Donc aussi, au travers de l'urbanisme, des questions de logement. Et puis ensuite, on a deux intervenants qui viendront donc apporter un peu leur regard complémentaire, qui sont Alain Amadeo, qui est architecte, et on le présentera un peu mieux tout à l'heure, et qui nous parlera un petit peu de sa vision sur la manière d'habiter et de construire dans le territoire. Et puis Mathieu Leborgne, qui est sociologue et qui aussi nous fera un petit tableau, une restitution d'un certain nombre d'entretiens qu'il a eu l'année dernière avec des habitants du Verdon sur les modes de vie dans le Verdon. Voilà, donc tout ça, ça nous permettra, dans le cadre de cette fabrique, de continuer à venir enrichir ce travail qu'on a enclenché donc en 2019 au niveau du parc. Vous savez que le parc révise sa charte, que cette charte, c'est un document un peu de référence pour nous, dans lequel on retrouve les objectifs qui sont fixés
pour le développement et la préservation du territoire pour les 15 années qui vont suivre. Cette charte, c'est un peu notre feuille de route. Hein. Une fois qu'elle est validée par tout le monde, ben, c'est un peu ce qui va nous permettre ensuite de guider notre travail. Et donc, tous les 15 ans, cette charte, elle est remise sur la table. On l'évalue, on fait le bilan et surtout, on l'actualise en fonction de ce qui a évolué sur le territoire, des nouveaux besoins, et puis aussi en tenant compte de ce qui a bien fonctionné ou pas bien fonctionné dans la précédente charte ou dans le travail qui vient de se terminer. Donc, pour pouvoir faire ce travail d'actualisation, évidemment, on a fait pas mal d'études et on a un peu mis autour de la table tous nos partenaires techniques, les scientifiques avec lesquels on travaille. Donc, on a déjà travaillé sur un premier diagnostic, mais pour nous, c'est très important d'avoir aussi le regard et le ressenti des habitants qui vivent le territoire à l'année et qui peuvent aussi apporter leur contribution et venir enrichir ce diagnostic avant qu'on puisse rédiger la nouvelle charte. Donc, les ateliers, les débats citoyens qu'on organise en ce moment, la fabrique du parc, ça sert vraiment à ça, à enrichir avec le regard des citoyens tout ce travail qui est en route. Alors, quand on dit les habitants du Verdon, on parle de tous les habitants, c'est-à-dire que sans faire de tri. Ça peut être des habitants qui sont là depuis toujours, ça peut être des gens qui sont installés sur le territoire il y a 1 an, mais ça peut être aussi des amoureux du Verdon, et souvent on dit habitants d'un jour, y compris des visiteurs qui ont des choses à nous dire. Ça peut être tout type de personnes, qui soient juste des personnes qui habitent le territoire, des personnes qui y travaillent, des personnes qui ont des activités culturelles, associatives ou des activités politiques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les débats citoyens, on oublie tous nos casquettes et on est tous au même niveau. On a tous la possibilité de s'exprimer. Personne n'a plus de légitimité l'un que l'autre. Peu importe. Ce soir, pas de casquette. Tout le monde peut s'exprimer. Ensuite, ce qu'il faudra savoir, et ça sera surtout pour la séquence de débat de samedi, puisqu'aujourd'hui, on est plutôt dans un moment de conférence, c'est que toutes les opinions seront entendues et on aura la possibilité, tout le monde aura la possibilité de s'exprimer, simplement dans le respect des autres et des temps de parole, c'est-à-dire voilà, sans monopoliser la parole, mais voilà, on fait pas aussi, il n'y aura pas de jugement sur les opinions qui seront exprimées par chacun. Donc, dernier petit élément de cadrage, quand on parle des habitants d'un territoire, eh ben il faut dire de quel territoire on parle, évidemment. Donc là, on parle du territoire du futur parc, en tout cas potentiellement futur parc, qui est en fait celui que vous voyez là à l'image. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on travaille sur la révision d'une charte, c'est le moment idéal pour se questionner sur l'évolution éventuelle du périmètre du parc. Donc, c'est ce que nous avons fait. Et donc, vous retrouvez sur cette carte les communes en vert foncé qui sont les communes actuelles, qui sont actuellement dans le parc. Mais en vert clair, vous voyez le périmètre sur lequel on a étendu la réflexion. Et donc, vous avez les communes qui pourront éventuellement, si elles le souhaitent, quand elles auront à se positionner officiellement, elles pourront intégrer le parc. Et donc, vous avez là, sous les yeux, la carte maximum du parc tel qu'il pourra être à partir de 2023, une fois que les communes se seront positionnées. Alors, juste pour revenir un petit peu sur notre organisation, donc vous avez vu, avec la situation sanitaire, ça a été compliqué. Au début, on avait prévu d'organiser des débats en présentiel, hein, comme on dit maintenant, parce que c'est un nouveau terme. On avait même prévu un partenariat avec le cinéma de pays, on devait vous projeter des films, on devait avoir un moment un peu convivial autour d'un goûter. Bon, tout ça, évidemment, on a été obligé de l'oublier. On le refera hein, dès qu'on aura le droit de sortir. Mais en attendant, on ne voulait pas se résigner à n'avoir aucun échange. Et on a donc tenté l'aventure de ces débats en ligne. Donc avec toujours la même organisation. Pendant 4 semaines, on aura sur 4 thèmes différents. Tous les mercredis soirs, un moment d'apport de connaissances autour des conférences. Et le samedi, un moment d'atelier, de débat, où là, c'est vraiment vous qui aurez la parole. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un peu plus les intervenants. Samedi, ce sera vraiment vous et vous pourrez apporter vos propositions sur les 4 sujets, hein, enfin sur les 3 qui restent, puisqu'on en a déjà passé un.
Ce qu'on va simplement vous demander, parce que ça nous facilite un petit peu l'organisation, mais ça n'est pas une obligation, si vous pouvez le faire, c'est de vous inscrire, puisque samedi, il y aura 3 ateliers différents, sur 3 thèmes différents. Donc, si vous avez déjà une idée du thème que vous préférez et que vous pouvez déjà vous inscrire, ça nous aide un petit peu sur l'organisation logistique. Sinon, ce n'est pas très grave. Vous retrouvez évidemment toutes les informations que je viens de détailler sur le site internet du parc. Donc, je vous le disais tout à l'heure, on a 4 thèmes. Le premier est déjà passé, c'était la semaine dernière. Cette semaine, on parle du vivre à l'année dans le Verdon. Et ensuite, on aura 2 autres thèmes sur le tourisme et le changement climatique. Mais j'y reviendrai en conclusion du débat tout à l'heure. Voilà, donc moi, j'ai terminé ma petite présentation générale. Je vais laisser la place aux intervenants. Donc aujourd'hui, ils sont au nombre de 4. Chacun va à peu près intervenir entre 10 et 15 minutes. Ensuite, on aura à chaque fois un petit moment de questions. Hein, si vous avez des questions à poser, des précisions à leur demander, il faut en profiter, ils sont là pour ça. Et puis, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, les présentations sont enregistrées. Donc, vous les retrouverez normalement à partir de demain sur le site internet du parc. La semaine dernière, on a eu un petit souci technique. Donc, on a mis un peu de temps à les mettre en ligne. Mais normalement, maintenant, on a compris le coup. Donc, ça ira plus vite. Et donc, je vous le redis, vu qu'elles sont enregistrées, si vous ne voulez pas qu'on vous voit, le plus simple, c'est de couper votre caméra. Voilà, je crois que j'ai à peu près terminé. Je vais arrêter le partage. Et sauf s'il y a des questions sur l'organisation générale ou sur ce que je viens de dire, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires. Donc, vous pouvez éventuellement me faire signe s'il y a une question. Sinon, on va passer à la première intervention. Je vois personne bouger, donc a priori, ça devrait être bon. Donc, je pense que c'est Luc qui va démarrer. Luc, donc tu es... alors, je vais te mettre... Hop. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que j'ai un petit souci là? Luc, je ne sais pas si on t'entend en fait. Oui, on m'entend, je pense. Ah, ça y est, oui, super. Donc, tu es chargé du développement au parc. Et en fait, aujourd'hui, tu vas nous faire une petite présentation un peu synthétique, un résumé en fait du travail qui a été fait par l'INSEE l'année dernière dans le cadre du diagnostic. Et ça va nous permettre peut-être d'en savoir un peu plus sur. Tu vas peut-être nous dire un petit peu, voilà, sur ce territoire finalement, nous parler un peu de la population, combien nous sommes, comment on travaille sur ce territoire, quel type de métier on fait. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors, du coup, effectivement, un portrait alors qui veut un peu flash. J'espère que je ne vais pas vous asséner trop de chiffres, de cartes. Donc, tu l'as dit, une restitution d'un travail de l'INSEE, mais aussi d'étudiants d'un laboratoire de l'Université de Toulon, en partenariat aussi avec le service d'observation de la région. Et c'est intéressant parce que dans des territoires ruraux comme les nôtres, on n'a pas toujours accès, voilà, à ces données, à ces chiffres et à cette ingénierie statistique. Donc, c'est ce que je vous propose de vous livrer, sachant que ça ne sera sûrement pas parfait. Et puis derrière aussi, sur un territoire comme le nôtre, de pouvoir ensemble aussi qualifier ce qu'est la ruralité, ce que nous sommes et ce que nous représentons dans ce territoire rural. Alors, quelques chiffres de cadrage. C'est un petit peu long, l'enchaînement des diapos. Premier pépin technique. Je n'arrive pas à faire passer Ouais, c'est bizarre ça. C'est bizarre. Ça y est, Ah, ça y est, oui. Donc, voilà, Suzanne, effectivement, m'interpelle sur un premier sujet. Donc, on va balayer le socle socio-démographique. Regarder toujours un peu cette population au prisme des migrations, ce qu'on peut appeler des trajectoires, et puis rentrer dans le champ un peu plus de l'économie, de l'emploi, et finir sur l'accès aux services et la question des déplacements. Tout ça sera en lien notamment avec l'intervention de Mathieu Leborgne un peu plus tard, qui fouillera, lui, les modes de vie. Alors, combien nous sommes, hein? Il faut toujours commencer par se compter. Donc, dans ce périmètre d'études
que vous a présenté Suzanne, en gros, on est aux alentours de 40 000 habitants, avec plutôt des petites communes. Voilà, les grandes communes, on les connaît, c'est Vinon-sur-Verdon, 4 200 habitants, Valençol, un peu plus de 3 000, Gréoux-les-Bains. À l'est, on a Castellane avec moins de 2 000 habitants. Vous avez également Ops dans le Haut-Var. Voilà, donc ce sont plutôt des centres-bourgs. Donc, première caractéristique, effectivement, un territoire peu peuplé, 17 habitants au kilomètre carré. Donc voilà, on est sur un espace très agricole et naturel. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de regarder les dynamiques de population. Alors, je ne vais pas vous raconter ce qui s'est passé en 1962, il y a peut-être des historiens parmi vous. Je vais activer mon pointeur. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé à partir des années 2000, fin des années 90, où dans ce territoire, comme vous voyez, ici, vous avez une moyenne régionale relativement linéaire, et puis, pouf, dans le Verdon, effectivement, et plus particulièrement dans sa partie ouest, on a une véritable progression importante, une forte dynamique démographique que certains ont pu constater dans vos villages. C'est vraiment une caractéristique particulière. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de dire un retour à la normale ou à la moyenne régionale qui est en train de s'opérer sur les 10 dernières années. Pardon. Donc cette population, elle a cru, elle a grandi, essentiellement grâce à un solde migratoire positif. Le solde naturel, donc les enfants nés dans ce territoire ne suffisent pas effectivement à faire croître cette population. C'est ce qu'on appelle donc un mouvement lié à des migrations résidentielles. Donc ces personnes s'installent majoritairement dans l'ouest du territoire, donc plutôt plateau de Valençol, au Var-Verdon. 8 sur 10 donc s'installent à l'ouest, avec déjà un petit chiffre d'où ils viennent, c'est la question que vous pouvez vous poser. Alors la plupart viennent de notre région, 63%. Alors ils arrivent, et puis qui arrivent, c'est plutôt des familles, couples avec enfants de moins de 40 ans, alors avec ou sans emploi, ça c'est difficile à dire, mais quand ils ont un emploi, généralement il est plutôt à l'extérieur du territoire, mais nous y viendrons tout à l'heure sur cette partie-là. Et bien entendu des retraités. Là aussi, vous allez le voir par rapport aux dynamiques démographiques, l'accueil des seniors. Alors, pour aller un petit peu plus loin sur d'où viennent ces gens, ces nouveaux résidents, alors voilà, vous avez la région Aix-Marseille qui est largement contributrice, le bassin manosquin, le Val de Durance en général, quelques échanges aussi avec les métropoles ou les grandes villes varoises et niçoises, quelques échanges avec le 04, puis après, voilà, les régions voisines aussi qui sont contributrices, et nos fameux Parisiens. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, mais effectivement, la région parisienne, le Verdon est attractif pour les personnes qui viennent de la région parisienne. Alors, cette population, maintenant, comment elle se compose? Alors voilà, vous connaissez la pyramide des âges. C'est vraiment intéressant de pouvoir avoir accès à cette donnée sur un territoire comme le nôtre. C'est quand même pas évident de faire une pyramide des âges. Et d'autant que là, on a du recul. Alors moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'en 15 ans, notre pyramide des âges, elle a quand même sensiblement évolué. Vous le constatez, c'est quand même des dynamiques assez importantes, avec un premier constat, une population qui continue de vieillir. Une personne sur 4 a plus de 65 ans en 2015. La tendance est à peu près la même. L'âge médian a augmenté. Il a augmenté de 4 ans en 15 ans. Il est passé de 44 ici à 48 ans. Voilà, donc on a un vrai glissement vieillesse, qu'on pourrait appeler ça. Ce qui est très marquant sur cette pyramide des âges, et on y viendra, ça fait partie sans doute des fragilités. On a une base assez intéressante quand même, avec des naissances, des jeunes, donc sans doute lié aussi à ces gens qui viennent s'installer en couple avec enfants. Et puis nos 18-24 là qui disparaissent des radars la plupart du temps, vous le savez, pour aller faire les études ailleurs, voire trouver un emploi à l'extérieur du territoire.
Alors, un peu d'économie, Suzanne m'interpellait également sur cet aspect-là, sur ce qui fait nos forces et puis la structure de l'emploi. Voilà quelques chiffres qui vont venir voilà, conforter une intuition que l'on a et puis ce que vous vivez peut-être en tant qu'habitant. Alors, un territoire avec 3600 entreprises, 9300 emplois sur le territoire. Les grands employeurs qui ont à peu près une centaine d'emplois. Ce sont des employeurs souvent publics comme l'hôpital de Riez, avec quand même voilà, une entreprise forte pour ce territoire qui est la chaîne thermale, la Cure à Gréoux-les-Bains aussi, où on est sur une centaine d'emplois. Et on retrouve dans ce top 3 aussi la maison technique à Castellane, hein, qui s'occupe de l'entretien notamment des routes. Voilà. Donc l'emploi public très important, et voilà, ça se vérifie avec ce chiffre de 33% d'emplois salariés qui sont dans le secteur public, donc un secteur public qui compte dans ce territoire, qu'on soit à l'est ou à l'ouest. Des fragilités avec tout de même 2300 chômeurs, hein, vous avez fait le rapport sur 9300 emplois, donc on a un taux de chômage à peu près de 16,2%. Et un taux de chômage qui est élevé, hein, de 3 points supérieur au moins 3 points supérieur à la moyenne régionale. Et les femmes, pardon, les femmes et les jeunes sont particulièrement touchés. Voilà, le taux de chômage chez les femmes peut atteindre 18% et dépasser les 20% sur certaines tranches d'âge de jeunes. Il y a d'autres secteurs de l'économie qu'on regarde un peu moins souvent, notamment ce qu'on appelle le secteur de l'économie sociale et solidaire, alors qui est très représenté par le secteur associatif, mais qui est vivace encore dans notre territoire, puisque 92% des employeurs de l'ESS, comme on dit, sont des associations, et ça représente tout de même 12% de l'emploi salarié. Donc, cumulé, on va dire, d'un emploi parapublic de l'ESS et l'emploi public salarié, on est quasiment, on approche la moitié des emplois de ce territoire. Voilà, donc territoire quand même dynamique, puisque toujours en croissance d'emploi, tout doucement. Alors, le tourisme là-dedans, parce que c'est une activité prégnante, vous le savez aussi, on a eu la chance de pouvoir étudier un peu les mouvements saisonniers au niveau de l'emploi, enfin ce qui passe dans les radars officiels, hein, voilà, on n'a sans doute peut-être pas accès à toutes les données. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est quand même que les emplois touristiques représentent à peu près 20% des emplois totaux, mais avec là aussi une grande variabilité, hein, c'est-à-dire le nombre d'emplois dans le secteur du tourisme, on a une espèce de plancher à 900 emplois. Et puis, pouf, l'été, on monte à plus de 3000 emplois, donc on fait 3 fois,5. Donc, c'est très. Alors, ça apporte effectivement énormément de richesse, mais ça crée aussi parfois des déséquilibres sur la structure même de l'emploi. Et ça peut aussi créer des fragilités, notamment sur les ailes de saison et sur le reste de l'année. Et du coup, Luc, Alors, tu nous parles de déséquilibre. Peut-être tu peux nous en dire un peu plus justement sur les aspects sociaux? oui. Alors, en restant prudent, en parlant de précarité, de vulnérabilité. Après, là aussi, on a des chiffres assez certains. Alors, on commence par le niveau de vie, le niveau de vie médian des ménages, qui est de 1 600 euros par mois. On est 90 euros en dessous de la moyenne régionale. Donc, on va dire, je ne vais pas dire qu'on est un territoire pauvre, mais on est un territoire effectivement qui se situe bien en deçà de la moyenne régionale, voire même nationale, dans une région qui elle-même est très, très disparate, hein, avec des très riches et des très pauvres dans cette région sud. Donc, du coup, des phénomènes de pauvreté aussi que l'on peut identifier. Alors, pour le coup, dans la moyenne, mais avec des disparités et des communes où un taux de pauvreté peut atteindre jusqu'à 23%. Donc voilà, il y a des foyers de précarité à identifier. Des marges de manœuvre financières, du coup, avec moins de ménages imposables, des marges de manœuvre financières moins importantes pour nos collectivités, pour investir, pour accompagner justement ces problématiques sociales.
Donc voilà, c'est un peu la double peine aussi. Donc, et puis, un point sur lequel j'attire votre attention, hein, c'est ces fameux 18-24 ans, hein, les grands absents de la pyramide des âges, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont partis du territoire, peut-être pour y revenir, mais il y a ceux qui restent et qui sont a priori en grande difficulté, accès difficile aux études et à l'emploi. Et là-dessus, on a un chiffre qui est assez fort, je trouve, qui est 34% de ces 18-24 qui ne sont ni scolarisés ni en emploi. Voilà, donc pour moi, c'est un élément assez marquant aussi dans ce territoire, sur ce public-là, qu'on a du mal peut-être à toucher, à discuter, à enquêter et à orienter dans ces difficultés. Donc voilà pour les précarités. Ouais, du coup, ça nous plombe un peu là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus peut-être sur l'accès aux services et puis sur les déplacements un peu au quotidien dans le territoire? Alors, je vais continuer de vous plomber. Non, ça sera sur la diapositive suivante. Alors, déjà, sur donc vous avez vu l'emploi, et l'emploi génère pas mal de déplacements, et notamment ce qu'on appelle les fameuses migrations domicile-travail. Là aussi, vous êtes peut-être directement concerné. Donc aujourd'hui, dans ce grand territoire, à peu près 42% des actifs sortent tous les jours, des gens en emploi, tous les jours sortent du territoire pour aller travailler à l'extérieur. Alors où est-ce qu'ils vont? Parce que c'est la question que vous vous posez. Alors je vous disais, c'est un peu comme les migrations résidentielles, hein. On a un lien très fort, bon, il y a un lien quantitatif, mais aussi un bassin d'emploi très fort autour du Val de Durance, la région de Manosque notamment. On voit là le poids d'ITER et de ses sous-traitants, hein. C'est vraiment non négligeable. Et puis, parmi les forts contributeurs bassin d'emploi, vous avez la région d'Aix-en-Provence, bien entendu, qui n'est pas si loin que ça pour les gens de l'ouest du territoire, et la région de la métropole, hein, avec quand même 320 personnes qui, a priori, quotidiennement, vont travailler à Marseille. Vous imaginez comme ils sont bien en télétravail s'ils peuvent le faire ces derniers temps. Du coup, après, c'est un petit peu plus disparate. Donc, toujours ces communes attractives du Var. Alors, on voit les communes du centre-Var, Saint-Maximin, Brignoles, là, qui sont des véritables bassins d'emploi. Et puis, bien entendu, la métropole niçoise ou la préfecture de Digne dans une moindre mesure. Alors, voilà, je ne vais pas plomber, mais parce que vous allez voir, ce n'est pas une fatalité, au contraire. C'est pas simple. C'est très intéressant. C'est quoi ça? C'est ma conclusion qui se pose sur Il y a le quelqu'un qui a ouvert son micro. Du coup, donc par rapport à l'accès aux services, donc là aussi, il y a une différence Est-Ouest. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que vous avez 80% de la population du territoire qui est à l'ouest, et puis vous avez 20% qui est à l'est. Et donc, il y a une réalité physique, elle est comme ça. Et quand on veut accéder aux équipements de niveau supérieur, c'est plus compliqué quand on est à l'est d'aller culturels, des plateaux sportifs ou des hypermarchés ou autres voilà, ravitaillements. La santé, ce n'est pas évident non plus, même si on arrive à consulter un généraliste ou à trouver une pharmacie en restant à peu près à 80% dans le territoire. Mais dès qu'il faut aller consulter un spécialiste, voilà, c'est quasi impossible sur l'ensemble du territoire. Par contre, quand on enquête les personnes, hein, alors ce n'est pas forcément exhaustif, mais ce qui ressort, c'est que le phénomène d'enclavement, il n'est pas forcément est-ouest. Et Mathieu travaillera un petit peu là-dessus aussi, c'est que il est plutôt ce sentiment sur une centralité là. Et qu'on soit à l'est ou à l'est, sur les marges, sur les franges, on se sent tout de même relativement bien doté et pas handicapé par ce genre de situation. Alors pour finir, peut-être, et sans forcément de... Peut-être Suzanne, Non, vas-y, je te laisse. Non, je te laisse terminer, vas-y. Alors, un petit peu plus. Alors, c'est pas qu'on n'est pas à l'aise, hein, on est bien avec ça, mais donc il y avait les déplacements, les services et puis l'accès à l'alimentation. On a assez peu de données, pour être honnête avec vous, donc ça sera ma dernière carte.
j'ai l'impression d'animer une émission sur Arte. Donc, en fait, bon, l'organisation, on va dire, l'accès aux produits locaux est assez développé. Le tourisme fait que nos producteurs pratiquent énormément la vente directe. Je crois que c'est plus de 150 producteurs sur les 500, 5 ou 600 producteurs qui pratiquent la vente directe. Ce qui marche très très bien, c'est les marchés de plein vent, marchés hebdomadaires, qu'ils soient estivaux ou tout au long de l'année. On a assez peu de points de vente collectifs qui se sont développés ces dernières années. On a Couleurs Paysannes à Valençol, qui connaît un fort succès, hein, construit sur la base de ce que propose la grande distribution. Puis des petites initiatives, nos maisons de pays qui continuent à trouver leur clientèle. Et puis après, voilà, c'est plus compliqué, effectivement. Le développement des AMAP ne se sont pas multipliés. On a toujours 2 AMAP sur le territoire. Et puis, nos producteurs, par contre, on le sait, mais c'est très difficile à quantifier, travaillent beaucoup avec le monde de la restauration, de l'hôtellerie-restauration. Et ont aussi des circuits très directs, hein, auprès des populations. Voilà, donc ça sera un atelier samedi, un atelier très ouvert sur les questions alimentaires parce que on a assez peu de données et ça sera vraiment très intéressant de discuter avec les habitants, les consommateurs sur cette vision des choses et l'organisation de l'accès aux produits locaux. Voilà. Ok, merci Luc. Du coup, avant de passer la parole aux autres intervenants, je vais peut-être te demander de départager. Pardon. De départager ton document. C'est fait. Voilà, super. On va regarder un petit peu s'il y a des questions, des réactions. On a quelques minutes pour le faire avant de passer la parole à Carole. Est-ce que Isabelle, Timothée, vous avez, vous avez des questions à relayer ou pas? Non, pas de questions. Pas de questions pour le moment, mais n'hésitez pas, si vous en avez, vous pouvez écrire dans le chat ou dans Converser. Ça n'a pas forcément le même Ok. selon l'ordinateur. Bon, du coup, Luc, tu vois, tu étais clair. Bon, malgré le fait qu'on n'avait quand même pas la traduction en allemand, hein, donc pour Arte, c'est pas bon là. Faut changer de chaîne. Bon, du coup, on va passer la main à Carole. Carole, je vais te présenter rapidement, le temps de te laisser partager ton document. Donc, Carole, Luc nous a montré beaucoup de cartes où finalement on voit que le Verdon dépend beaucoup aussi de ce qui se passe autour de lui, qu'il y a quand même une grande des échanges réguliers avec le reste de la région. Est-ce que toi, tu pourrais nous aider justement peut-être à un peu replacer le territoire dans ce contexte régional, de voir un peu comment est-ce qu'il dialogue avec le reste de la région, de nous donner un peu des points de comparaison? Oui, alors attends, est-ce que je suis en l'affichage? Ça se passe comment? Non, là, tu n'es pas en mode diaporama. Et là? Oui, mais on voit tout, donc il faut que tu te mettes, voilà, c'est ça. Et là? Cette fois-ci, c'est bon. Formidable. Oui, donc moi, je vais au fur et à mesure de l'avancée de la présentation, je vais zoomer en fait en partant du contexte régional assez rapidement pour resituer un petit peu le Verdon dans l'espace régional urbain et naturel. On va voir ça. Et après, pour arriver jusqu'à l'échelle du logement et essayer par là de brosser un peu le cadre de vie, mais plus sous l'angle de l'urbain et de l'habité. Donc, tout d'abord, effectivement, il est quand même important de replacer dans ce contexte régional et on s'aperçoit vite que le Verdon, sans surprise, mais que le Verdon apparaît comme un espace à dominante rurale et naturelle, hein, qui est à l'écart des grandes métropoles régionales. Il est toutefois, si on zoome, il est toutefois quand même sous l'influence de centres urbains, on va dire, plus régionaux, tels que Manosque, Draguignan et Digne. Bon, Luc a très bien décrit ça, notamment au niveau des bassins d'emploi. Et après, quand on regarde de plus près encore au sein du territoire, au niveau de ce qu'on appelle l'armature urbaine,
Le territoire est émaillé de petits centres urbains locaux, en fait, qui ont une fonction d'animation de bassins de vie locaux en proposant des services de proximité, effectivement, médecins généralistes, marchés, supermarchés. Donc, en tout cas, cette carte-là est la carte qui apparaît dans le schéma régional de développement durable et d'égalité des territoires, autrement appelé le SRADET. Le schéma des schémas. Et donc, pour l'armature urbaine qui est mentionnée, donc on va trouver Saint-André-les-Alpes, Castellane, Riez, Gréoux-Vinon et Ops. Donc, en matière d'occupation du sol global, en fait, effectivement, on s'aperçoit, vite pareil, toujours sans surprise, mais que le parc qui est accessoirement le plus grand parc de la région sud PACA. Hein. En tout cas, dans cet espace régional, il est situé à l'interface de l'espace alpin, provençal et azuréen. Et du coup, il est très riche effectivement de mosaïques paysagères écologiques. Bon, ça, on l'a déjà dépeint la semaine dernière, mais on s'aperçoit effectivement de l'importance et de la prépondérance des espaces naturels, sachant que plus de 70% du territoire est couvert par des protections ou des inventaires écologiques. Après, en dehors des espaces naturels qui apparaissent en vert sur cette carte, vous avez effectivement sur la gauche, à l'ouest du territoire, un espace agricole important qui est le plateau de Valençol. Et pour le reste de l'agriculture, on est sur du pastoralisme. Dans ce contexte-là, on note également la faiblesse des espaces artificialisés, puisqu'on est sur seulement 3% du territoire qui est artificialisé. En comparaison avec l'échelle régionale, l'échelle régionale, c'est 9%. Donc effectivement, on est dans un contexte rural assez marqué, très marqué même. Toutefois, question. Vas-y. Non, c'est vrai qu'on se pose tous la question parce qu'on voit bien qu'on est sur un territoire très rural, mais est-ce que ça a toujours été le cas ou est-ce que les choses ont évolué ces dernières années? Et voilà, l'important, c'est aussi de voir un peu quelles sont les dynamiques, quoi. Voilà, c'est à ça qu'on s'est attaché, en tout cas sur le diagnostic qu'on a réalisé dans le cadre de cette nouvelle charte. Donc effectivement, territoire très rural et préservé. Malgré tout, on note des évolutions de l'occupation du sol, à commencer donc par ces territoires artificialisés, donc 3% seulement, malgré tout une progression de plus de 20% sur la période 1999-2015. Ce qui est quand même assez important. Et on note que cette progression s'est faite au détriment des espaces naturels et encore plus fortement au détriment des espaces agricoles. Sur ce territoire, ces évolutions-là se font de manière assez disparate et assez fortement, en tout cas, sur le plateau de Valençol et le Haut-Var. En tout cas, l'artificialisation due au développement, elle est principalement due du coup à un développement urbain qui se fait principalement sous deux formes. Alors, soit sous la forme d'un habitat groupé de type lotissement résidentiel, soit sous la forme, donc pour 34%, ce qu'on voit ici en rouge, soit sous la forme de bâti diffus, donc soit de l'habitat, soit du bâti technique agricole, donc pour à peu près 30% de ce développement. Donc si je rentre un peu plus dans le détail, du coup, pour justement la consommation foncière qui est dédiée à l'habitat, en tout cas, les extensions pavillonnaires qu'on a connues depuis, on va dire, l'après-guerre, se sont étendues principalement, au début, l'habitat était principalement contenu dans ces centres villageois historiques et se sont largement développés dans les plaines et dans les versants. Donc là, on a l'exemple d'un village du Haut-Var qui est passé de 200 habitants à 3000 en 50 ans, 60 ans, ce qui est assez exponentiel. Donc, ce qui a pu générer effectivement des logiques, du mitage des zones naturelles, ça c'est évident.
et à brouiller cette transition espace naturel, espace urbain. Et si on croise la consommation foncière avec le cadre réglementaire, on note que dans les documents d'urbanisme, ce développement s'est fait principalement dans les zones dites N naturelles. Et avant, dans les plans d'occupation du sol, donc on en a de moins en moins, mais dans les fameuses zones NB de mitage, en fait, des zones qui sont considérées comme du mitage de zones naturelles. Et puis, ça nous pose la question un petit peu de l'application de la loi montagne, qui impose une urbanisation en continuité de l'existant. Donc, on voit bien qu'en tout cas, sur ces 30 dernières années, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé, même si effectivement le contexte aujourd'hui change, évolue, en tout cas sur l'application de cette loi. Pour les espaces économiques qui se sont faits sur à peu près, on a noté en tout cas un développement de ces zones également, donc principalement en entrée de village. Elles ont la particularité, ici comme ailleurs, donc elles sont pas les plus nombreuses dans ce développement urbain. Malgré tout, elles sont assez peu qualitatives et elles reflètent peu l'identité du Verdon, on va dire. Si on continue à s'intéresser aux différentes logiques qui peuvent exister dans l'évolution de l'occupation du sol, donc on note effectivement des évolutions sur l'occupation agricole, donc globalement plutôt limitées. Malgré tout, une artificialisation quand même qu'a apporté sur les terres arables et les prairies, principalement situées autour des villages. Donc, toujours pour l'urbanisation, comme on l'a expliqué. Et puis, on peut aussi noter inversement, en tout cas, toutes les cultures, on va dire, sèches ou de type plantes à parfum aromatique ont bien tiré leur épingle du jeu. On connaît peu ce phénomène-là, en tout cas. Et puis après, on note également un processus de fermeture et d'enfrichement qui est assez, qui peut se faire sur les mêmes zones d'ailleurs, puisqu'on note de l'enfrichement aussi en périphérie de village, sur le Haut-Var et le plateau de Valensole, et de la recolonisation forestière sur l'Artubie et les Préalpes du fait de l'abandon du pastoralisme. Pour ce qui concerne les espaces naturels, donc là, on a noté une perte de 600 hectares, mais sur une superficie totale de plus de 285 000 hectares, donc ce n'est pas grand-chose. Donc toutefois, on peut noter quand même des évolutions. Donc là aussi, on va retrouver une fermeture des milieux du fait de l'abandon des pratiques pastorales, donc principalement dans les Préalpes et l'Artubie. Et puis aussi des dynamiques d'ouverture de milieux. Donc là, il va s'agir soit de reconquête agricole, donc par exemple sur le plateau de Valensole, mais aussi l'Artubie, le Haut-Var, ou alors de l'exploitation forestière, notamment de coupe de bois, liée à la coupe de bois sur l'Artubie. Et puis parfois, on a vu aussi des feux de forêt qui ont pu localement et de manière ponctuelle réouvrir assez fortement les milieux. Et enfin, une artificialisation aussi de ces milieux naturels, et là, un rôle assez important du développement des centrales photovoltaïques en milieu naturel boisé. Voilà, je vais zoomer après un peu plus. Est-ce que Carole, pour peut-être… Ah, pardon, excusez-moi, oui, j'oublie toujours un peu les effets d'animation là. Voilà, ça c'était pour illustrer, on va dire, en photographie aérienne. Là, sur le plateau de Valensole, un processus d'ouverture. Donc, on voit bien en 15 ans, entre 2000 et 2015. Et puis, comme je vous le disais, un processus, lui, plutôt de recolonisation forestière dû à l'abandon du pastoralisme sur les massifs préalpins. Là, on est à Saint-André-les-Alpes. Voilà, avec cette zone qui se referme, cette zone de prairie, en tout cas de pâturage qui se referme. Non, merci Carole. Est-ce que pour terminer ton intervention, tu pourrais maintenant nous parler un peu plus de la question du logement, parce que c'est quand même un sujet assez tendu, on va dire, dans le Verdon. Tout le monde sait que voilà, le marché du logement est pas simple. Est-ce que, voilà, avant de terminer, tu peux nous en dire un peu plus? Oui, effectivement. Donc, on est sur un marché du logement qui est assez complexe.
et où en tout cas, pareil, sans surprise, l'accès au logement est assez difficile et connaît des tensions en tout cas. Donc, ce qu'on observe en tout cas dans ce diagnostic qu'on a pu mener, c'est que si jusqu'à la deuxième moitié jusqu'à la première moitié du XXe siècle, l'habitat était principalement concentré dans les centres anciens, on va dire que depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une évolution très importante du parc de logement, avec une accélération du parc résidentiel très forte, notamment dans les années 70 et 80. Donc, le développement qui a été connu dans les années 70 a été principalement porté par les résidences secondaires. Et dans les années 80, plus par les résidences, il y a eu un rattrapage des résidences principales. Après, ce qu'on peut observer dans ce parc de logements aujourd'hui, c'est effectivement un poids assez important dans le volume des logements, un poids important des résidences secondaires, qui peut parfois dépasser, donc une moyenne de 38% globalement sur le territoire, et qui peut parfois dépasser les 50%. Si on regarde cette carte, donc on va trouver quand même la partition est-ouest qui se joue, mais pas que. En tout cas, on va avoir une concentration de résidences secondaires supérieure à 50% dans le poids des logements sur les communes riveraines du lac de Sainte-Croix. Donc là, on va avoir Baudouin, Les Salles, Sainte-Croix, mais aussi Tourtour, Vérignon. Sur la partie Préalpes, on va trouver pareil un poids très fort des résidences secondaires, donc sur Rougon, Blieux, Magastres, Lambrouis, Salons. Et puis sur la partie Artuby également, donc Trigance, Brenon, Lamartre, Péroul, La Bastide. Bon, c'est aussi lié à un parc de logement qui est assez faible pour ces communes-là, hein. Donc forcément, le poids des résidences secondaires prend une part tout de suite beaucoup plus importante. Et puis à l'ouest, on voit bien là, la prépondérance des résidences principales, avec toutefois Gréoux, donc lié à l'activité thermale, donc beaucoup de résidences secondaires. Et puis Esparon, donc là, on retrouve le même mécanisme qu'en bordure du lac de Sainte-Croix. Donc, pour revenir en tout cas sur cette organisation du parc de logement, il est principalement constitué de logements, de grandes maisons. Donc, on est sur des logements de plus de 4 pièces et plus, donc pour 75% des logements, et qui sont occupés majoritairement par leurs propriétaires. On observe également dans la dynamique donc, malgré en fait, cette progression très importante du parc résidentiel, il y a eu un tassement, on va dire, des constructions, et notamment depuis à peu près 2007, alors lié à une crise du logement, on va dire générale, mais aussi à la crise économique, hein, qui a eu une influence sur la construction. Et puis, il y a des efforts de production qui sont plus importants aujourd'hui dans les agglomérations. De logement en tout cas, et on observe également, si on doit faire le lien avec les documents d'urbanisme, du fait du renouvellement des documents, une réduction en tout cas des zones constructibles à l'œuvre sur notre territoire, enfin pas que sur notre territoire, c'est national. Donc, je vais continuer pour vous dire qu'en tout cas, effectivement, dans ce contexte-là, on observe effectivement un parc locatif qui est moyennement développé et qui est principalement situé en tout cas sur ces petites villes qu'on a présentées, enfin ces petits centres urbains qu'on a présentés tout à l'heure, donc à savoir Ops, Vinon, Gréoux, Riez et Valençol. Et il n'est pas toujours de très bonne qualité. En tout cas, à peu près 45% de ce parc locatif a été construit avant 1946 et donc est situé dans ces centres anciens principalement. Une autre caractéristique est la faiblesse du parc locatif social, qui du coup répond pas nécessairement à la demande, puisqu'il y a une demande qui est beaucoup plus forte par rapport à l'existence de logements sociaux réels sur le territoire.
qui du coup, une population qui se reporte sur les logements privés, qui va trouver des logements en général trop chers par rapport à leurs propres revenus, ou alors qui vont se retrouver en situation de suroccupation, du coup, puisque ne pouvant pas se payer des logements dans le privé qui correspondraient à leurs revenus. Voilà, et puis ce qui correspond à ce qu'on a pu voir tout à l'heure, il y a un taux de résidence secondaire assez fort. C'est finalement la vocation touristique très importante des logements, qui fait qu'on trouve une concurrence importante entre des logements permanents à l'année et puis des logements touristiques saisonniers. Et cette concurrence, on s'aperçoit effectivement que la demande de logement, en tout cas permanent, elle rentre en concurrence avec des personnes qui vont avoir des revenus plus élevés, qui vont se payer des résidences secondaires, ou alors des logements qui sont mis à la location estivale, qui sont plus rentables, en tout cas qui peuvent être plus rentables que de louer à un coût plus faible à l'année. Dans les caractéristiques de ce marché, aujourd'hui, on observe, en tout cas pour ce qui est des logements à la vente, que c'est les ventes, en fait. Donc, on a vu un tassement des constructions et donc, du coup, un marché qui se fait principalement sur des maisons existantes. Et du coup, là, donc la revente, en gros, est majoritaire sur le marché. Les ventes se pratiquent à des tarifs qui sont de abordables à très peu abordables selon se situe sur le territoire. Et là, il y a des disparités puisque effectivement, la partie ouest du territoire et surtout auvaroise est très difficilement accessible en résidence principale, notamment en primo-accession. Puisqu'en gros, il faut pour pouvoir commencer à se payer une maison, notamment, alors là, pour le coup, on va trouver, il faut avoir un revenu de ménage, on va dire biactif, donc avec 2 actifs, un revenu net équivalent à 4 000 € par mois, et ce qui concerne à peu près que 30% des logements, pour un bien qui serait de 225 000 €, sachant que sur le Haut-Var, on atteint plus pour des maisons de 2 à 3 pièces, 2 à 3 chambres, on va dire, on atteint plus des tarifs de minimum de 250 000 €. Voilà. Donc, du coup, comme on l'a vu, des grandes maisons. Du coup, inversement, une faiblesse de logements de petite taille qui ne répond du coup pas à un besoin, notamment d'une certaine partie de la population, par exemple de personnes retraitées qui souhaiteraient vivre dans des maisons plus petites et plus proches des commodités, dans les centres anciens notamment, et puis ou des jeunes aussi qui pourraient avoir besoin de quitter le foyer, le nid familial, et qui auraient besoin d'accéder à des logements de petite taille. Et puis, du coup, le corollaire aussi du développement de ces zones résidentielles importantes en dehors des centres anciens, c'est le délaissement de ces centres anciens qui se dégradent et qui, effectivement, concentrent une population économiquement qui moins dotée économiquement. On va t'aider, plus pauvre. C'était pour pas dire paupérisé. Bon, bref, mais je l'ai écrit, n'empêche. Bon, et ce qu'on observe aussi pour conclure sur l'état du parc de logement sur notre territoire, c'est effectivement qu'on a un potentiel de logements qui sont assez consommateurs d'énergie. Alors, d'une part, parce que ces logements ont été en gros, 45% de ces logements ont été construits avant les premières réglementations thermiques, donc la première datant de 1975. Donc, ce qui fait qu'on va trouver des logements qui sont mal isolés globalement, alors que ce soit pour le confort d'hiver, mais aussi pour le confort d'été, avec des moyens de chauffage qui sont souvent inadaptés, qui du coup font que ces logements consomment beaucoup d'énergie. Des logements également qui vont être, pour plus de 40% d'entre eux, tout électriques. Donc, sachant que c'est un mode de consommation qui est quand même un mode de chauffage qui est très coûteux.
Et puis, le fait même que de trouver plus de 75% de maisons individuelles, la forme même de cet habitat fait effectivement que c'est une forme consommatrice d'énergie, puisque pas de murs mitoyens, donc une déperdition assez importante. Et en dehors de la question même du chauffage, on va avoir la question des déplacements qui va aussi générer des coûts en énergie, des déplacements en voiture. Donc, on a un autre taux qui nous permet d'évaluer effectivement la situation en matière énergétique des logements, qui est la vulnérabilité énergétique des ménages, c'est-à-dire en gros les dépenses qui vont être faites par un ménage pour se chauffer convenablement. Et là, on observe que le territoire, enfin le Verdon, présente entre 9 et 30% de ménages qui sont en situation de vulnérabilité énergétique, c'est-à-dire qu'ils dépensent plus de 8% de leurs revenus pour se chauffer convenablement, face à une moyenne qui, elle, est de 7,5% au niveau régional. Pour finir, du coup, ce que m'amène cette présentation et ce diagnostic nous amène un certain nombre de questions dont j'en liste certaines pour vous inciter à venir en discuter samedi. En fait, il y en a beaucoup d'autres dans les faits. C'est pour ça qu'il faut aussi nous les faire remonter. Mais c'est vrai du coup, on se demande comment on pourrait réussir à trouver, voire retrouver des formes urbaines qui pourraient être plus adaptées à nos territoires ruraux, mais tout en étant moins consommatrices d'espace et plus génératrices de liens sociaux. C'est une question qu'on se pose. Quelles formes urbaines ? Comment aussi on pourrait regagner et restaurer des centres urbains qui sont aujourd'hui délaissés, mais tout en permettant de produire dans ces centres des logements qui répondraient aux besoins contemporains, notamment en termes d'espace. Et puis, donc, quel type d'habitat, quel autre type d'habitat on pourrait penser, donc peut-être d'autres logiques, d'autres manières d'habiter, des logements participatifs ou évolutifs, voilà, d'autres types de logements, et qui se réfléchiraient autrement dans la production même de l'habitat. Et puis enfin, c'est pas enfin, mais c'est une autre question, effectivement, la question de l'adaptation des logements au changement climatique, donc par rapport à ces questions d'isolation, de confort d'été, avec des étés de plus en plus chauds, notamment tels qu'on peut en connaître ces dernières années. Voilà, je vous remercie. Ok, merci Carole, c'était très complet, ça pose effectivement pas mal de questions. Est-ce que vous avez des questions à poser à Carole avant qu'on passe à l'intervenant suivant, même si l'intervenant suivant va vraiment s'inscrire dans la continuité, mais... Non, juste Suzanne, peut-être un petit mot, Mathieu, en termes de méthode et notamment pour reprendre ce que disait Luc et après ce qu'a abordé Carole sur certains secteurs, notamment sur l'est du parc, on peut avoir un effet déformant de la statistique dans le sens où on a des données qui sont généralement assez faibles, par exemple, en absolu. Donc des chiffres, par exemple, de population qui sont assez faibles. Et donc, avoir une ou deux personnes qui arrivent, qui viennent habiter dans ces villages, ça va être traduit en pourcentage, comme des pourcentages assez élevés, en fait. Donc là, il y a un effet de décalage un petit peu et qui peut parfois être un peu trompeur. Donc, c'est vrai que souvent, notamment et plutôt sur la partie est, on va dire, réfléchir en absolu et pas en relatif, c'est pas mal. Ouais, tu as raison, il faut toujours garder ce recul parce qu'une famille qui arrive dans une commune, ça peut faire changer la commune de couleur sur une carte. Il faut toujours garder ce recul et toujours se méfier un peu des statistiques, mais bon, elles sont là aussi pour nous amener à discuter. Hein. Après, voilà, c'est aussi l'objectif de samedi, ça sera de peut-être remettre un peu en question aussi toutes ces données. Peut-être ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de passer la parole à Alain Amadeo. Oui, il y avait des questions, Isabelle? Question, oui, Pardon. sur le chat, c'est quel est l'inconvénient que la forêt envahisse les prairies? Ok. Alors peut-être que c'était une question à laquelle aurait pu répondre plus facilement Dominique, qui n'est pas là ce soir. Est-ce que Luc, tu veux dire un mot? Carole, qui c'est qui veut répondre? Sinon, je le fais. Je peux donner un bout de réponse. Si vous en avez d'autres, pourquoi pas.
Alors, effectivement, je ne sais pas si c'est vraiment un inconvénient. Après, on l'a vu dans ce territoire, effectivement, la forêt se porte plutôt bien du point de vue des dynamiques de croissance, de végétation. Mais ça peut aussi poser quelques problèmes, notamment liés à l'activité pastorale ou au maintien de la biodiversité dans certains espaces. C'est vrai que la colonisation par les résineux ou par l'embroussaillement n'est pas toujours voilà, très intéressant. Et aujourd'hui, effectivement, on cherche plutôt comment dire, à entretenir, à maintenir ces forêts, ces espaces de prairies pour y mêler une activité notamment pastorale et aussi du coup davantage favorable au maintien et au développement de la biodiversité. Voilà, peut-être on peut rajouter aussi d'autres enjeux qui sont liés au fait que la forêt s'étende. Il y a les questions liées à la gestion du risque incendie qui sont aussi à prendre en compte. Et souvent, quand la forêt regagne du terrain, ce n'est pas forcément un acte volontaire, c'est plutôt par abandon de l'entretien et de l'usage autre qu'on avait sur un terrain avant, qui était agricole, qui était pastoral. Et comme on abandonne certains usages, la forêt reprend le dessus. Et comme on est dans un territoire où la forêt est très présente, nos enjeux en termes de biodiversité ils sont plutôt liés aux espaces ouverts. Donc, c'est vrai que nous, au niveau du parc, on est très attentifs à garder ces espaces ouverts qui vont permettre aux espèces de circuler et d'accomplir leur cycle de vie. Et quand on a trop de fermeture, il y a des espèces du coup qui s'en retrouvent menacées. Voilà. Donc après, comme l'a bien expliqué Luc, ce qui est important, c'est pas de dire que la forêt, le pâturage, une prairie, etc., c'est bien ou c'est mal en soi. Ce qui est important sur un territoire, c'est de voir les équilibres et les dynamiques, c'est-à-dire à un moment donné, quand est-ce qu'on passe sur un déséquilibre parce qu'il y a une occupation du sol qui prend le dessus sur d'autres et qui pose un certain nombre de problèmes. Voilà, donc faut pas dire que c'est bien ou mal en soi, c'est plutôt l'équilibre et l'évolution qui est à prendre en compte. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Du coup, on va... Ah, on a une autre question Oui, aussi, excuse-moi vas-y. de te couper. Non, mais c'est fait pour. Elisabeth qui nous dit que le sujet de l'accès à l'hébergement pour des salariés, notamment saisonniers, est une difficulté et qui demande pour ces saisonniers, pourquoi pas un hébergement collectif qui serait porté par les communautés d'agglo, communautés de communes aussi, j'imagine. Voilà, peut-être pour Carole, du coup. Alors, super, mais non, je pense que là, vraiment, alors, toutes vos idées, toutes les propositions, gardez-les bien au chaud pour samedi parce que vraiment, c'est l'objectif, c'est d'en parler pendant les ateliers samedi. Donc là, aujourd'hui, on ne souhaitait pas ouvrir le débat, on est plus pour vous apporter de la matière, des informations. Vous avez 2 jours pour digérer tout ça, y réfléchir. Et par contre, samedi, c'est vous qui parlerez, donc vous pourrez nous faire part de vos propositions. Donc, notez-vous les choses et surtout, n'hésitez pas. Si jamais vous ne pouvez pas participer samedi pour des raisons de contraintes personnelles, vous pouvez aussi nous faire remonter les propositions par écrit pour qu'on puisse les soumettre samedi aux personnes qui seront présentes. Alors, je suis désolée, c'est un peu frustrant, mais on a construit le dispositif comme ça. Du coup, il y a d'autres questions, Timothée, Isabelle, ou je peux passer la parole à M. Amadeo? Je voudrais juste qu'on ne prenne pas trop de retard pour ne pas finir trop tard. Oui, normal, non, pas de souci. Là, c'est bon pour le moment. Tu peux y aller. C'est parfait. Donc, M. Amadeo, vous êtes avec nous? Voilà, on vous entend. Super. Donc, vous êtes architecte urbaniste depuis 1967. Vous avez travaillé un petit peu partout, en France, mais aussi à l'étranger, je crois en Asie du Sud-Est. Et vous avez travaillé sur plein de sujets différents, que ce soit sur les questions plutôt des sites urbains, mais aussi sur les questions des sites naturels. Nous, aujourd'hui, ce qu'on aimerait... Alors, vous êtes installé sur une commune du Parc, à Saint-Julien-le-Montagné, je crois que c'est ça. Oui, d'ailleurs, vous êtes impliqué à Saint-Julien dans des associations sur la question du patrimoine bâti. Nous, la question qu'on aimerait un peu vous poser aujourd'hui, c'est quel regard vous portez, vous, un peu sur comment a évolué l'architecture et ce qu'on appelle la forme urbaine, c'est-à-dire la forme générale des villages, de la manière d'urbaniser le territoire. Comment vous regardez un peu cette évolution sur les dernières décennies dans le Verdon?
Et puis peut-être, dans un deuxième temps, quel regard vous portez plutôt sur l'avenir? Comment vous pensez qu'elle va continuer à évoluer, cette architecture? Comment vous aimeriez peut-être qu'elle évolue? Bon, vaste question. Oui, désolée. Depuis 60 ans, les pays du Verdon ont quand même bien changé. Même si, Carole nous l'a dit, 97% du territoire, c'est de la nature et de l'agriculture, il y a quand même ces 3%. Cette évolution est liée à l'ouverture des pays, avec un désenclavement qui s'est fait, avec les grands projets hydrauliques du Verdon, avec l'éclosion du tourisme, etc. Dans ce cadre, il est certain que l'habitat a bien évolué. Il y a des éléments de confort supplémentaires, un accès à l'eau potable, des tas d'éléments positifs. Mais hélas, il y a aussi un petit peu de la casse. Les paysages ont été souvent un peu consommés. Il y a eu des pertes de savoir-faire. Il y a des artisans qui ont disparu. Donc aujourd'hui, il y a quand même un petit peu matière à s'inquiéter. Alors bien sûr, on est dans un territoire géré, il y a le parc, il y a la bienveillance de tous les services de l'État qui édictent plein de règles, tout ça va dans le bon sens, mais je pense qu'il faut bénéficier de ce petit virus qui nous aide à nous remettre en cause pour améliorer un certain nombre de choses. Et il me semble qu'une des premières interrogations, c'est de savoir où construire. Dans les années faciles, dans ces périodes florissantes, on a souvent bâti au pied des villages en utilisant des terres agricoles qui étaient sans doute bonnes pour l'agriculture, mais très faciles pour bâtir aussi. Donc, on a étendu les villages à des endroits souvent préjudiciables à l'esthétique globale. Et du coup, cette question aujourd'hui du où bâtir se repose violemment. Alors, bien sûr, il y a ce qu'on appelle les PLU, les plans locaux d'urbanisme, et quand les communes veulent ouvrir à l'urbanisation des terrains, il y a les services de l'État qui tapent sur les doigts en disant non, non, c'est pas bien, loi montagne, etc. Rester dans des périmètres déjà aménagés, urbanisés. Bon, ça va dans le bon sens. On peut aussi se rappeler que ce bon sens, Giono l'avait raconté dans l'île de Provence en parlant d'un maire, je crois qu'il s'agissait du maire de Saint-Martin-de-Palière, en vantant sa sagesse qu'il avait manifestée en préservant une prairie au pied du village. Donc je crois que là, on a quand même un premier gisement de réflexion sur le où bâtir, et avec, à mon avis, la nécessité de renforcer tous les documents d'études. Les PLU, c'est bien, mais c'est totalement insuffisant. Souvent, ça se borne à des zonages et à quelques règlements. Il faudrait arriver à compléter ça par un travail très fin avec les collectivités pour faire ce qu'on a appelé des plans paysages, ce qu'on appelle des orientations d'aménagement et programmation, et que tant les sites sont intéressants, faire des sites patrimoniaux remarquables. Donc tout ça, c'est un espèce d'arsenal qui permettrait de mieux gérer les endroits où l'on bâtit, et aussi peut-être faire un travail de pédagogie, parce que très souvent, la vente d'un terrain pour un agriculteur, c'est le seul moyen d'assurer sa retraite. Et du coup, il y a des pressions très fortes sur les maires, les collectivités, pour consommer des terrains. Le parc étant plein dans son rôle, peut être essentiel. Alors, au-delà de cette question de où bâtir, après, il y a la question du comment bâtir. Alors là, il y a quand même un problème de fond, c'est que quand on regarde les extensions autour des villages, souvent, c'est une absence d'esprit parfaite. Les candidats à la construction d'une maison se sont mis entre les mains d'un constructeur, d'un marchand de maison qui a fait un parallélépipède rectangle. Les zones d'activité, c'est un mauvais hangar métallique avec un peu de bardage. Donc on est dans une espèce de démarche intellectuellement pauvre, alors qu'on a des villages qui donnent des enseignements d'une richesse absolue. Si on regarde par exemple Moustier-Sainte-Marie, avec son caractère blotti au pied de la falaise,
ou qu'on regarde le village que je connais bien de Saint-Julien-le-Montagnier, perché sur son éperon habité, avec toutes les difficultés d'un terrain. Donc, le regard des territoires donne extrêmement de clés et on a une unité parce que le climat est à peu près le même dans tout le Verdon, mais aussi une diversité qui est une richesse incroyable qui donne des quantités de pistes pour bâtir. Alors, ça, c'est un peu une généralité. Après, il faut quand même faire les projets. Et là, il faut peut-être refaire l'éloge de la lenteur. Nos anciens, quand ils bâtissaient, n'avaient pas beaucoup d'argent, ils connaissaient la dureté du travail, et avant de bâtir, ils réfléchissaient longtemps, l'hiver, l'été, on expérimentait le vent, l'écoulement de l'eau, le sol, et on bâtissait avec le plus d'intelligence possible. Aujourd'hui, très souvent, les projets sont des sortes de plans types conçus pour des terrains plats. Et le premier acte, quand on arrive sur un terrain, c'est de faire venir la pelle mécanique et d'agresser le terrain aux brise-roches, aux bulldozers pour tirer des plateformes. Et cette espèce de violence est quand même un peu immorale. Et on ne sait pas si on dormir très bien dans une maison où on a commencé le chantier en blessant le terrain. Vous connaissez tous l'abbaye du Toronnet, le cloître, il a été bâti quasiment sans terrassement et on retrouve dans le projet toute la pente naturelle du terrain. Donc je pense qu'il y a une espèce de délicatesse à avoir dans le projet qui est une source, pas toujours d'économie, mais au moins d'un état d'esprit. Après, on peut se poser la question des ressources locales. L'autre jour, je suis repassé à Ariès, j'ai vu tous les murs bâtis en utilisant des galets dans tel autre village où il y avait une ressource de pierre, en trou et du calcaire gris. Donc, on ne bâtit pas impunément et de travailler avec le terrain, c'est aussi une sagesse, une manière de s'ancrer dans un territoire, une manière de comprendre des lieux. Alors là aussi, il ne faut pas être intégriste, dire on ne bâtit sa maison qu'avec ce qu'on trouve par terre. Si les anciens avaient eu des profils alus et des verres isolants, les fenêtres eussent été différentes. Donc, je pense qu'il faut rester ouvert, mais quand même ne pas démarrer sans avoir eu une réflexion sur les ressources du terrain. Autre point important qui m'a sauté aux yeux, c'est quand on voit toutes ces constructions récentes, en réalité, le projet, le permis de construire, a porté sur une maison. Et tout ce qui est autour, les remises, les aires, les restanques, souvent ne figurait pas dans le permis et a été improvisé ou pas fait du tout. Et que du coup, on a une maison qui est un bloc, mais qui est surtout entourée de tas de parasites bricolés au fil des années. Et cette absence de projet global est une vraie difficulté. Alors évidemment, on dit prendre un architecte, prendre un paysagiste, c'est cher, tout le monde ne peut pas le faire. À vérifier, mais je pense qu'en tout cas, il faudrait que les collectivités, instruisant des permis de construire, demandent des projets globaux et pas simplement le bloc bâti. Vivre dans un territoire, c'est aussi vivre dehors, surtout dans les pays du Verdon ou même en plein hiver, au soleil, à l'abri, on est super bien. Donc, pas avoir peur de faire un projet d'habitat de plein air devant la maison. Alors tout ça, ça revient un peu à pousser la réflexion un petit peu loin et peut-être à reparler de sociabilité. Parce que quand on met une maison à l'extérieur du village, sur un terrain bien plat, bien carré, souvent la maison, on la met au milieu avec une espèce de délaissé tout le tour. Les gens souvent disent on fait le tour du propriétaire, un petit peu comme un chien de garde. Et du coup, la maison ignore la communauté. C'est un peu chacun chez soi, chacun pour soi. Et le rapport à la collectivité se bornera à écrire une lettre au maire parce que la voie d'accès a un trou, quoi. Il me semble que quand on bâtit en prolongeant une histoire, en greffe sur un village, en s'adaptant à un terrain, on s'inscrit quand même dans une communauté et un peu dans la fabrication d'un domaine qui a du sens. Et dans la période actuelle, on a subi la distanciation sociale, qui est le mot le plus terrible qu'on puisse avoir, de retrouver un petit peu, être chez soi, oui, être dans la parfaite intimité, mais vivre avec les autres, c'est quand même une clé incontournable.
Alors tout ça pour dire que bâtir dans cette région magnifique du Verdon, c'est absolument génial. Il ne faut pas zapper toutes les réflexions. Il ne faut pas vouloir faire ni trop vite, ni trop simpliste. Et que, au fond, on pourrait dire que toute construction, c'est un peu comme un abricot muscat par rapport à un abricot fade qu'on achète au supermarché. L'architecture doit avoir de la saveur. Voilà, l'essentiel. Après, on peut discuter. Oui, effectivement, la réponse est dense. Donc, ça va certainement donner plein d'idées pour samedi. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez poser à M. Amadeo? Allez, juste deux petites choses peut-être, Suzanne, Mathieu. Je crois que vous n'avez pas abordé la question du coût de tout ça, qui est sûrement... cette vision des choses a sûrement des répercussions. On est dans les mêmes débats que tout ce qui peut se passer en termes d'alimentation, par exemple, tout ça. Donc, est-ce que comment le coût peut être pensé pour justement avoir un accès le plus ouvert possible à ce type de démarche? Et puis la deuxième question ou remarque, c'est en lien avec peut-être la formation des artisans. Et là, il y a j'imagine des réseaux et des filières plutôt, pardon, qui sont concernés. Est-ce que le parc peut avoir un rôle ou une place à jouer dans tout ça? Voilà, c'était ces deux petits points, mais vous en discuterez samedi tranquillement. Sur la question du coût, ça mérite quand même peut-être d'en dire deux mots. Parce qu'on nous rétorque tout le temps, l'architecte c'est cher, faire des belles maisons c'est cher, utiliser des matériaux venant du terrain c'est plus cher que des agglos de ciment, etc. J'ai quand même la conviction que c'est un faux problème. Les maisons que l'on admire dans les pays du Verdon, souvent c'était des maisons construites par des gens particulièrement pauvres qui avaient très peu de moyens, mais qui réfléchissaient beaucoup, justement parce qu'ils avaient des moyens limités. Je trouve que très souvent, quand on regarde ces constructions qui polluent les abords des villages, il y a un caractère très ostentatoire où la maison est là pour frimer, un peu comme si on était sur la Côte d'Azur ou à Saint-Tropez, et qu'une certaine austérité, une certaine simplicité, ça viendrait quand même souvent pas mal du tout. Donc je pense que ce problème du coût, il ne faut pas trop s'en servir comme alibi pour dire ces pauvres gens qui font des maisons, qui polluent nos villages, ils ont fait ce qu'ils ont pu. En plus, on n'est pas obligé de construire en 6 mois très vite. Il y a des aménagements qui peuvent être faits dans le temps. La maison s'est toujours agrandie. Dans les pays de Verdon, on a rajouté des remises et des appentis quand le matériel agricole augmentait, la production se développait, etc. Donc, moi, je ne souscris pas du tout à cet argument un peu en disant faire de l'architecture, c'est élitiste. Je pense, faisons simple, développons l'éloge de la modestie, ne consommons pas les paysages et les abords de nos beaux villages, et je pense que tout le monde se portera bien, que ça ne sera pas plus cher et que l'économie vivra. Alors, sur la question des artisans, ça c'est aussi une question de fond, où depuis les années 60, il y a eu une grosse perte de savoir-faire. Autrefois, il y avait des artisans, maçons, plâtriers, couvreurs, charpentiers, etc., qui portaient des savoir-faire. Et on leur faisait une absolue confiance quand on avait besoin de bâtir. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus complexe parce que les artisans, certains ont vieilli, n'ont pas été renouvelés, d'autres ont des pratiques qui ont changé parce que le marchand de matériaux au point P, on trouve des tas de produits magiques, etc. Donc c'est vrai que la confiance à l'artisan qui générait une belle maison serait sans doute une grosse piste de réflexion pour l'avenir. Bon, merci. Je vais être obligée de... Attends, parce que Timothée, parce que... Alors, on prend une dernière question parce que l'objectif, c'est aussi de ne pas finir trop tard. Et tant mieux si vous avez plein de choses à dire, ça veut dire que samedi, vous pourrez venir. Allez, une dernière question. C'est Laurence qui avait aussi des choses à dire pour samedi. On a mis ça de côté avec Isabelle.
Elle avait une petite question sur les matériaux en demandant, ne pensez-vous pas que les matériaux d'avant, entre guillemets, sont devenus plus chers aujourd'hui que ce qu'ils étaient avant? On peut dire quelques mots. Je pense que le coût des matériaux est là encore un peu un faux problème. Parce que des fois, on n'utilise pas les matériaux pour ce qu'ils ont envie d'être. On complique inutilement les choses. Donc je pense que... Et puis des fois, il vaut mieux avoir un matériau correct plutôt qu'un matériau patraque qui fera remplacer au bout de 3 mois. Si on prend par exemple le problème des menuiseries et les fenêtres en PVC, qui sont des produits qui se dégradent mal, qui brûlent, qui n'ont aucun esprit, qui au bout de quelques années se déforment, est-ce qu'une menuiserie avec un bois correct, au global, n'est pas plus économique? Je pense qu'il faut être très vigilant. Ne pas sans arrêt se censurer avec des faux problèmes. Bon, en tout cas, on voit que ça ouvre beaucoup un champ assez large de questions et de réactions et vraiment essayer de garder tout en tête pour que samedi, on ait des ateliers les plus riches possibles. Et parce que je sais aussi que vous avez plein d'autres choses de prévues ce soir, il nous reste encore une intervention et en plus, on a gardé le plus bavard pour la fin. Donc Mathieu, je te représente à nouveau pour ceux qui n'étaient pas avec nous la semaine dernière. Tu es sociologue. Tu as d'ailleurs obtenu tes diplômes et tes galons en traînant tes baskets dans les pays du Verdon. Et en plus, tu as remis le couvert puisque en 2019, pour venir justement enrichir le diagnostic de révision de la charte, tu as été rencontrer une quarantaine d'habitants du Verdon avec des étudiants sociaux et pour essayer justement de les questionner sur les modes de vie dans le Verdon. Donc, on va terminer cette petite séquence avec toi et tu vas nous faire un résumé de ce que t'ont dit ces habitants. Que si on veut retrouver l'intégralité de tes travaux, ils sont disponibles sur le site internet du parc. Je te laisse la main. Okay. Et on se retrouve à la fin pour conclure et bien voir comment on s'organise pour la suite. Merci Mathieu. Merci Suzanne. Oui, je vais essayer d'être rapide. C'est une étude qui a été faite il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, je crois. Voilà, donc oui, c'est la deuxième fois que je parle dans cette petite fabrique du parc, mais bon, c'est la dernière, hein, je vous rassure. Et pour le coup, je trouve ça intéressant par rapport à cette étude, puisqu'elle va être présentée devant des vrais habitants. Jusqu'alors, on en avait parlé un peu dans des cercles restreints au sein du parc, techniciens ou autres, mais là, l'idée, c'est de la partager avec vous. Et donc, j'imagine qu'il y aura un certain nombre de réactions, notamment samedi. Voilà, l'exercice n'est pas forcément très simple, parce que l'idée, c'est quoi? C'était d'essayer, au travers d'un certain nombre d'entretiens, mais aussi avec quelques connaissances au préalable de ce territoire, hein, mais finalement d'essayer de simplifier une réalité sociale qui est assez touffue, assez compliquée. Les présentations de Luc, Carole et Monsieur Amédéo l'ont montré aussi, hein. Donc, comment essayer de simplifier cette réalité sociale pour nous aider à mieux la comprendre. Donc, c'est un peu l'objet de ce travail. Ce travail, il avait, je ne sais pas si j'ai un défilement qui n'a pas l'air de vouloir très bien marcher. Est-ce que ça te fait comme à Luc tout à l'heure? J'ai un peu l'impression. Alors, attends. Luc, dépannage 7 sur 7, peux-tu faire quelque chose pour notre ami Mathieu? Je vais me départager. Et je vais repartager pour voir. Utilise la roulette de ta souris. Alors moi, j'ai pas de roulette sur ma souris, tu sais, Luc. Les roulettes sur les souris, c'est dans le Verdon qu'on les trouve. Alors, est-ce que peut-être… Ah oui, très bien, très bien. Ça a l'air de vouloir fonctionner. Voilà. Donc, rapidement, la commande, quelque part, qui venait compléter tout un tas d'études qui ont été menées là, dans ces derniers mois dans le cadre de la révision de la charte, était centrée sur les modes de vie. En gros, essayer de comprendre comment on vit aujourd'hui dans le Verdon,
qui vit dans le Verdon. Luc a donné quelques éléments, mais comment on y vit, c'était quelque chose que le parc souhaitait avoir, ou en tout cas avoir des éléments un peu plus précis. Moi, j'avais travaillé en 2006, j'avais soutenu ma thèse en 2006 sur le Verdon, avec déjà un certain nombre de portraits d'habitants et des trajectoires sociales comme ça. Mais l'idée, c'était de se dire, on est en 2019-2020, c'est bien de pouvoir réactualiser un petit peu la chose. Donc la question posée était, qu'est-ce que signifie qu'habiter dans le Verdon aujourd'hui ? Verdon, territoire qui sont, on l'a dit, mais caractérisés par peut-être deux grands facteurs un peu structurels, que sont à la fois, on le sait, on l'a redit, une très forte saisonnalité en lien avec cette monoactivité touristique, on y reviendra tout à l'heure, et puis évidemment, et on l'a vu aussi, une partition est-ouest assez forte en termes à la fois de densité démographique, les cartes de Luc l'ont montré, et puis de gradient d'enclavement. Une des petites remarques là dans le chat et la conversation tout à l'heure, quelqu'un mentionnait le sentiment d'enclavement. Donc il y a un certain nombre de chiffres qui peuvent donner des idées ou qui peuvent essayer de mesurer l'enclavement. Et puis il y a évidemment la discussion qu'on a pu avoir avec les habitants de ces territoires et qui là vont nous donner plus des idées sur ces impressions, ces sentiments d'eux. Voilà. Donc tout ça faisait que, et on a eu un certain nombre d'ateliers qui ont traité de la définition ou de la question de l'hyper-ruralité. On ne va pas s'arrêter là, je ne vais pas m'y arrêter maintenant, mais c'est vrai que les caractéristiques de ces territoires du Verdon, pour certaines de leurs parties, se rapprochent de ce que certains géographes notamment appellent l'hyper-ruralité, avec ses avantages et évidemment ses éléments plus compliqués. Deuxième point peut-être dans cette introduction, l'idée c'était de se dire que habiter dans le Verdon, ça veut pas uniquement, on ne parlera pas uniquement de justement du logement ou de la maison. Ce sont des éléments évidemment extrêmement importants et centraux, mais on a considéré que habiter, notre définition de l'habiter, c'était bien d'englober d'autres dimensions que le simple logement, et ces dimensions qui, les unes à côté des autres, font système en fait. Et on va parler évidemment des questions d'alimentation, des questions de consommation, de mobilité. Et aussi bien sûr de sociabilité, parce que, et on l'a vu, il y a des éléments qui sont importants, peut-être même dans des mouvements de dégradation des sociabilités dans nos campagnes d'arrière-pays. Voilà. L'autre, et pour finir, question qui est un peu chapeauté cette réflexion, c'était de se dire que pas uniquement dans le Verdon, mais aussi sur un certain nombre de territoires régionaux et extra-régionaux, on avait l'impression que des choses étaient en train de bouger, une sorte d'intuition comme ça, que ce qu'on appelle transition au sens très large, on a beaucoup parlé de la transition énergétique, mais on pourrait la qualifier de tout un tas d'autres adjectifs, notamment pourquoi pas de transition sociale ou transition écologique pour être plus large. Bref, on avait l'impression que, y compris dans le Verdon, il y avait des choses qui bougeaient autour de ces grandes dynamiques-là de transition. Donc, il fallait faire l'enquête et c'est ce qu'on a essayé de faire avec quelques hypothèses, deux grandes hypothèses pour faire cette enquête. Donc l'enquête, je passe rapidement, mais ça a été effectivement plutôt une approche qu'on appelle qualitative, c'est-à-dire qu'on a mené un certain nombre d'entretiens auprès d'habitants de ce territoire qui ont été choisis à la fois en lien avec leur lieu d'habitation, mais aussi leur profil socio-démographique, c'est-à-dire leur âge, leur sexe, leur profession, et aussi un critère qui était lié à leur ancienneté d'ancrage ou de présence sur le territoire. La première hypothèse de ce travail, c'est de se dire, finalement, dans ces territoires, peut-être ce qui les caractériserait, hypothèse, le mieux, le plus, c'est que c'est ce qu'on a appelé le primat de l'habiter. C'est-à-dire qu'en gros, on viendrait dans le Verdon d'abord pour y habiter, ce serait d'abord ça, c'est pour ça qu'on parle de mode de vie, et que la suite est pensée après coup. Où la suite serait pensée après coup. La suite, on pense notamment évidemment au travail. Donc, bref, on viendrait dans le Verdon d'abord pour y habiter et on s'adapterait au monde du travail ensuite. Au monde du travail, bien sûr, qui nous est offert ou pas dans ces territoires, le lien avec cette monoactivité touristique, mais aussi avec l'économie de service dont Luc a parlé, est évidemment derrière la tête dans cette approche-là. Le corollaire à cette première hypothèse, c'est de se dire, mais là, c'est peut-être pousser le bouchon un peu loin, mais en tant que chercheur et sociologue sur ces territoires qui m'intéressent, je me dis que c'est aussi l'occasion de le faire. Est-ce que
dans le Verdon, on aurait affaire finalement à un territoire, une catégorie de territoire qui ne serait pas pensée pour le travail, au-delà de cette monoactivité touristique. Donc, on aurait comme ça des territoires assez particuliers où effectivement, on a quelques indicateurs, c'est-à-dire quelques petits signes qui pourraient nous laisser penser la chose. Les nouveaux arrivants dont parlait Luc tout à l'heure sont effectivement des jeunes de moins de 40 ans, qui sont au profil d'ailleurs plutôt assez qualifiés en termes d'études, qui n'ont pas forcément d'emploi, première catégorie, et puis deuxième catégorie, plutôt des retraités. Donc on a là quelques indicateurs qui pourraient nous laisser penser que finalement la question du travail n'est pas forcément centrale dans la compréhension de ces territoires. Évidemment, on parlera de contraintes après, pas forcément de choix, ou plutôt on parlera des deux, contraintes et choix, par rapport à cette question du travail. Le paradoxe évidemment à tout ça, c'est que, et on l'a abordé à l'instant, il y a évidemment un gros problème de logement dans ce territoire, que ce soit le Verdon, mais aussi l'ensemble des parcs naturels régionaux de la région sud PACA. Il y en a 9, je crois. Suzanne, tu me diras si je me trompe en tout. Je crois qu'il y a 9 PNR. Donc on est là dans c'est ça. Un élément commun en fait à ces territoires qui au niveau régional, en tout cas, laisse à penser, en tout cas peut faire penser qu'il y a un petit souci ou des choses à faire. Ça fait 4 secondes que j'ai appuyé sur mon bouton pour arriver à avoir l'hypothèse 2 en essayant de broder sur le logement. Mais Je refais ma petite manip. Est-ce que si ça ne marche pas, Luc, tu veux le partager toi peut-être à la limite? Je vais essayer avec ma petite roulette. Attends, on va essayer. Je réessaie, voilà, tac. Luc, est-ce que tu peux peut-être… En fait, à chaque fois, c'est le dernier intervenant où il y a un bug technique, en fait. Ouais, j'étais pas là. Faut départager. Ouais, tu peux te départager, Mathieu. Luc va prendre le relais. Pardon, ouais. Tu peux déjà commencer à nous parler de ton hypothèse 2 pendant ce temps? Oui, l'hypothèse 2, c'était de mettre en évidence, ou de considérer que, en gros, dans ces territoires, si on parle de mode de vie, oui, merci Luc, c'est la diapo numéro 3, je crois, ou c'est l'hypothèse 2, que dans ces territoires… Voilà, merci. Un certain nombre de ces modes de vie dont on parle sont caractérisés par une grande adaptabilité aux conditions de vie. C'est ce que certains sociologues appellent l'habitabilité des territoires, c'est-à-dire la capacité qu'on a de vivre sur tel ou tel territoire. On pense notamment, et par exemple, si tu mets, c'est ça Luc, sur le diaporama en bas, on pense notamment dans ces questions d'habitabilité à l'hiver, le fait de passer son premier hiver dans le Verdon quand on arrive, c'est déjà un signe. Donc, tu peux le mettre en plein écran ou pas, Luc? Ça y est, c'est en train. Reste-moi sur l'hypothèse 2 si ça ne te dérange pas, puis je te demanderai à chaque fois de… Ouais, encore un petit peu. Je vais essayer. Hypothèse 2. Voilà. Et donc, voilà, merci. Dans cette adaptabilité de certains modes de vie, on a, et serait un peu saillant, on va dire, une modalité que j'ai définie comme étant la modalité de la marge et de l'informalité par rapport à un système social général qu'on connaît, classique, ou par rapport à la norme avec un grand N. Bref, on aurait là, sur ces territoires du Verdon, et en lien avec les caractéristiques du territoire eux-mêmes, des modes de vie, des modèles de vie qui se développeraient plutôt dans cette sphère de la marge et de l'informalité. Dans ce contexte-là, on pourrait mettre en évidence deux groupes, on va dire. Là aussi, le sociologue fait un peu c'est pas toujours très apprécié comme méthode, mais essayer de faire des paquets comme ça pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe dans le monde social. Mais il y aurait deux grands types de ruses, ce que j'ai appelé des ruses, qu'elles soient techniques, économiques et sociales. Enfin, elles le sont toutes en même temps, ces ruses. La première, ce serait ce que j'ai appelé l'adaptation sous contrainte,
Et cette adaptation sous contrainte, c'est des groupes d'habitants, hein, des groupes sociaux ou des individus qui, j'aime bien le dire comme ça, qui vivent leur rapport au milieu sur un mode mineur. Un mode mineur, c'est-à-dire un mode défensif ou par défaut. Bref, on aurait des trajectoires sociales, des trajectoires professionnelles ou résidentielles qui seraient plutôt des trajectoires faites d'à-coups, faites de ruptures ou de changements contraints. Voilà. Donc là, on a une première définition de la marge et de l'informalité au sens fort, c'est-à-dire ceux qui sont de côté, à côté, et donc peu visibles. Ça, c'est un premier sous-groupe, on va dire, cette hypothèse. Et puis le deuxième sous-groupe que j'ai appelé l'inventivité du décalage, on pourrait renommer tout ça de manière plus directe et plus pratique, mais là c'est pour essayer de donner un peu une image de la chose. Elle concerne plutôt d'autres types de profils justement qui seraient porteurs de, et je reprends là la petite phrase qui est en en-tête de tous les logos et le label Parc naturel régional en France, hein. Une autre vie s'invente ici. Donc là, je l'ai mis au conditionnel, ceux qui seraient porteurs d'une autre vie qui s'inventerait ici. Et donc là, on a quelque part un opposé finalement à ce modèle de marge et d'informalité qui reste marge et informalité, mais au sens quasi artistique, je l'ai dit comme ça, c'est-à-dire qu'en gros, qui mettrait en avant à la fois la liberté permise par ces territoires dans le rapport à la création, à l'invention, et notamment création-invention pour être, et ça c'est un choix et c'est plus une contrainte, en marge d'un système. Voilà. Luc, est-ce que tu peux passer la petite diapo d'après? Voilà. Bon, ça, c'était les hypothèses un peu globales. Et voilà. Et sur cette base-là de pré-réflexion sur le territoire, hein, pré-réflexion parce qu'évidemment, on a lu un certain nombre de choses, on les connaît un peu, ces territoires-là, on a discuté avec les gens du parc. Et bien, finalement, on se rend compte qu'il y a une sociographie, c'est-à-dire une description des profils sociaux des habitants du parc qui est plus complexe qui n'y paraissait au départ. Et justement, est-ce que finalement cette sociographie plus complexe ne serait pas le signe de cette fameuse transition dont on parlait tout à l'heure? Donc en gros, on a quoi comme résultat très, très rapide? On a des profils sociaux donc très différenciés et donc ça nous permettrait de conclure à non pas à l'existence d'un mode de vie verdonien, mais à l'existence de différents modes de vie verdoniens. Donc c'est important parce que souvent ce parc du Verdon, on vit dans le Verdon, on peut penser qu'il y a une sorte de réification comme ça à la fois du territoire et finalement des gens qui y vivent. En fait non, il y a des trajectoires sociales, résidentielles, professionnelles, j'ai dit tout à l'heure, extrêmement variées et qui font que la question du commun, justement, se pose, hein. Qu'est-ce qui fait que les gens qui habitent dans le Verdon se sentent appartenir à une communauté verdonienne? Bon, il y a, on le verra plus tard, plein d'éléments qui laissent penser que c'est assez compliqué, parce qu'il y a des segments comme ça de population qui ne se rencontrent que très peu. Et puis, il y a quand même, et c'est un des points qui est ressorti de cette enquête, cette fameuse existence de communs, hein, ce que j'ai appelé des communs, on en parlait un petit peu la dernière fois quand on a fait cette petite conférence sur les biens communs. Les communs, c'est ou une vision ou des valeurs partagées par un groupe, lequel groupe peut potentiellement s'engager dans sa défense, la défense de ses visions ou de ses valeurs, si elles sont atteintes. Donc, ça veut dire qu'il y a un engagement quelque part ou des individus ou des collectifs pour la défense d'eux. Donc, à ce titre-là, on pourrait mettre en évidence plusieurs communs avec un C majuscule. Le premier, c'est celui, et je crois que c'est Carole qui en a parlé, mais Luc aussi, qui est en fait lié aux représentations, à la représentation sociale, c'est-à-dire à l'idée qu'on se fait de ces territoires du Verdon, de ces territoires du Verdon, je les mets toujours au pluriel, mais ces représentations sociales, pour le coup, elles seraient partagées par un grand nombre, hein, où on est là dans un truc qu'on connaît, mais le Verdon se caractérise d'abord par un espace de nature et de liberté. C'est revenu dans tout un tas de discussions qu'on a pu avoir avec les habitants de ce territoire. Donc ça, c'est un premier commun qui est là depuis longtemps et qu'on connaît bien. Le deuxième commun, peut-être un peu moins évident, en tout cas, c'est celui qui est ressorti assez fortement de nos discussions. C'est ces regards, alors j'ai mis unanimes, mais qui sont plutôt quasi unanimes, portés sur la place du tourisme
et des pratiques touristiques sur ce territoire. On a parlé de monoactivité tout à l'heure, qui est un des axes forts des dynamiques territoriales et économiques, bien sûr. Et bien là, on a chez une grosse partie de la population qu'on a rencontrée, la question de la représentativité dans des enquêtes qualitatives comme ça est toujours un peu compliquée, mais on a des gens, en gros, qui nous disent on a pris conscience que là, on a atteint un cap, on a atteint un seuil, et ce seuil, c'est celui de l'acceptation de l'autre. J'ai mis un grand A. L'autre, c'est celui que Suzanne définissait au début comme le citoyen d'un jour, ou l'habitant d'un jour, je crois que c'est comme ça que tu définissais. Bref, le visiteur. Et là, le touriste, pour le dire autrement. Et là, on a des témoignages, ou en tout cas des discours qui mettent en avant à la fois les questions d'incivilité, d'engorgement routier, bien sûr, en période estivale. On est là en période estivale, donc un point assez fort en termes de bascule de saisonnalité entre l'été et l'hiver. Dernier commun, et là, pour le coup, je suis beaucoup moins à l'aise avec ça, mais c'est le rôle des réseaux sociaux dans la construction d'un certain nombre de communs localisés ou territorialisés. On y reviendra tout à l'heure, notamment sur certaines parties du territoire et plutôt à l'est. Est-ce que tu peux passer, Luc, pardon ? Voilà. Je reviens sur ce qu'on se disait justement de cette partition Est-Ouest et je m'appuie là-dessus pour mettre en avant ce qu'on pourrait appeler une sorte de stratification sociale du territoire. Et là aussi, je force le trait, mais c'est juste pour nous aider à penser, où on aurait, de manière très schématique, à l'ouest du territoire, une approche un rapport au collectif qui serait plus basé sur du quantitatif. Il y a plus de monde, on est plus sur de la masse, on va dire, sur la densité dans les communes ou dans les bourgs, et où on aurait plutôt un rapport individualiste, ce que disait Monsieur Amédéo tout à l'heure, sur les nouvelles manières d'habiter, et donc on aurait là cette prégnance de l'individualisme dans le façonnement des rapports sociaux, ces fameux villages dortoirs. On pourra y revenir. Et puis à l'est et à l'opposé, versus une sorte de stagnation démographique, même si on a vu tout à l'heure qu'il y avait des chiffres qui pouvaient être trompeurs, mais où on est plutôt dans des collectifs territorialisés qui font que le milieu est générateur de liens, plutôt d'entraide et de création de collectifs. Donc on aurait là comme ça à la fois à l'ouest, dans une sorte de zone de transition avec la question urbaine et avec le milieu urbain, c'est ce que disait Carole tout à l'heure, un habitus, c'est-à-dire une manière de se positionner, finalement d'être et de penser qui serait on habite à la campagne, mais c'est pas mal ce coin à l'ouest parce qu'on n'est pas loin de la ville. Et cette ville, on sait qu'elle est à portée de main quelque part. Donc, il y a toujours cette tentation urbaine. D'ailleurs, la ville est assez fortement fréquentée, notamment pour le travail, mais pas que. Et parce qu'on sait que dans cette ville, il y a l'accès à un certain nombre de services, une offre culturelle qui est importante. Donc, il y a ce territoire, cet espace de transition-là, entre la ville et la campagne, et qui, pour certains, d'ailleurs, au bout d'un certain temps, qui peut être assez court d'ailleurs, on a tenté la vie à la campagne, et puis finalement, on retourne en ville, parce que quand même, c'est pas si simple. Donc, on aurait trois types de profils dans ces territoires-là. On vient habiter dans le Verdon pour son cadre de vie, mais finalement, nos modes de vie, notamment les emplois, mais pas que, restent orientés hors de ce que j'ai appelé la ruralité verdonienne héritée, c'est-à-dire de ces manières d'être dans le rapport au territoire, évidemment issu d'une culture plutôt rurale, quoi. Donc là, ce serait un premier type de population. Le deuxième type qui est tellement évident qu'on l'oublie, mais c'est la figure de l'absent, c'est-à-dire en gros tous ceux qui ne veulent pas venir. On n'en parle pas forcément souvent. C'est en termes de méthode toujours un peu compliqué, évidemment, d'aller discuter avec ce type de public, mais il y a à l'évidence des groupes sociaux, des individus, des familles qui ne souhaitent pas venir habiter sur ces territoires
pour les raisons énoncées, notamment par rapport aux services et au manque de services. Je pense à une époque où je crois que c'est réglé maintenant, mais notamment sur le plateau de Valençol, des questions d'absence de médecins dans les communes. Et on est là aussi en lien avec des catégories socio-professionnelles, CSP, plus exigeantes et qui effectivement considèrent que ces territoires ne leur offrent pas ce qu'ils voudraient avoir. Et puis enfin, troisième groupe, et qu'on a rencontré à plusieurs reprises d'ailleurs dans cette enquête, c'est ceux qui finalement, les gens qui s'adaptent aux conditions de ce territoire, mais qui, pour s'y adapter, mettent de côté notamment leur carrière professionnelle, c'est-à-dire où ils sont dans un sous-emploi par rapport au diplôme qu'ils peuvent avoir, ou alors carrément ils s'arrêtent de travailler, et ça on l'a vu à plusieurs reprises. Merci Luc pour le deuxième. Ça, c'était plutôt pour essayer de brosser, d'y voir un peu plus clair sur ce qui se passe dans cette partition très grossière à l'ouest du territoire. À l'est, on l'a vu, plutôt une image, une représentation, mais aussi donc quelques chiffres statistiques d'un secteur enclavé et qui serait soumis donc à ces contraintes de l'éloignement de tout. Ici, on est loin de tout. Et en fait, quand on va sur le terrain et qu'on discute avec des gens qui vivent sur cette partie est du territoire, on se rend compte que c'est plus l'éloignement de tout, mais on est à la fois proche et loin de tout. Et donc, on a pu mettre en évidence un certain nombre d'arrangements, ce que j'ai appelé des petits arrangements au quotidien, qui sont trouvés pour justement faire face aux contraintes du milieu, on va dire, et donc notamment à cette situation d'enclavement. Donc on a là un certain nombre d'inventions, je vais appeler des inventions, mais c'est-à-dire des habitants qui vont mettre en évidence, ou vont mettre en pratique plutôt des expérimentations, des modèles nouveaux, et pour arriver ou essayer de transformer la contrainte en choix, voire en opportunité. Et donc on va voir par exemple quand il y a des crèches qui sont défaillantes, on va voir des organisations de citoyens ou de parents, de jeunes parents qui vont mettre en place des crèches ou des crèches familiales, voilà, alternantes, tournantes, pour pallier le manque de services à ce niveau-là. On va avoir aussi, là j'y reviens par rapport à ce que je disais tout à l'heure, un rôle important des réseaux sociaux, notamment pour des gens qui ont des artistes ou des artisans ou des petites boutiques, compagnie. Grâce aux réseaux sociaux, les gens viennent à nous, on n'est pas seuls. C'est ce que j'avais pu recueillir dans un certain nombre de ces commentaires. Je passe rapidement sur la question des héritiers et du nouveau discours de justification, mais ça, ce sont aussi des citoyens qu'on a pu rencontrer et on y reviendra éventuellement. Ouais. D'ailleurs, Mathieu, j'en profite pour te dire que ça serait bien que tu accélère un tout petit peu parce qu'on arrive au bout. Oui, tu arrives. Merci, désolé. Tu arrives à bout. Donc, non, mais ce que très rapidement, parce que là, on s'est dit beaucoup de choses. Là, pour résumer, on est effectivement, à mon sens, face à un territoire qui est en transition, avec ce rapport assez ambigu et pas toujours très clair entre l'urbain et le rural, le rurbain, on pourrait dire. Et donc, cette thématique-là qui ressort assez fortement et qui à mon sens, doit interroger ou être interrogée, notamment par le parc, mais pas que, qui est la manière dont est vécu le tourisme, sont vécus le tourisme et ses pratiques sur le territoire. Est-ce que tu peux montrer la suivante, Luc? Ouais. Pour finir là-dessus, mais en gros, l'idée, c'est pour bien comprendre ces modes de vie, je me suis posé la question, on s'est posé la question de savoir si finalement vivre dans le Verdon, est-ce que ça ne veut pas dire d'abord être attaché à ce lieu, y être attaché? Et donc, c'est la question de être ou non en prise avec son territoire, avec son milieu de vie. Et donc, c'est non pas un travail sur les modes de vie, mais sur les manières de vivre. Et donc, ces manières de vivre, à mon sens, elles sont liées à un certain nombre d'attaches ou d'attachements que je mentionne ici, qui peuvent être de plusieurs natures, évidemment de nature familiale, c'est-à-dire que vivre dans le Verdon, on peut se permettre de vivre dans le Verdon pour différentes raisons. D'abord parce qu'on peut avoir
à la manière des héritiers, par exemple, des attaches familiales. On peut avoir aussi développé des réseaux de sociabilité, d'entraide, d'interconnaissance, ça c'est plutôt des attaches amicales. On a aussi des natures d'attaches qui sont des natures liées à la reconnaissance des autres vis-à-vis de ce qu'on fait, de son implication locale notamment, donc ce qu'on pourrait appeler les attaches citoyennes, des attaches liées à des projets qu'on peut avoir ou des attaches liées à un capital qu'on peut avoir accumulé par ailleurs et qui nous permet de vivre sur ce territoire. Donc, et ces prises ou ces attaches, pour moi, elles vont permettre d'assurer ces 3 fonctions vitales sur le territoire que sont le logement, le travail et la sociabilité. Donc, il y a la dernière diapo, mais je m'arrête là, comme ça je vous laisse réagir éventuellement. Luc, il y a peut-être, je crois, une dernière petite diapo, mais voilà, donc on est, je dis ne pas passer à côté du territoire, ça c'était un peu une invite au parc, dans sa manière de réfléchir à finalement qui habite sur ce territoire. Je pense qu'on est effectivement dans une phase de transition, et donc on l'a vu plutôt, y compris socio-démographique, avec différents modèles qui cohabitent. Donc, comment ces collectifs assez distincts vont pouvoir permettre éventuellement, est-ce que c'est le rôle du parc d'ailleurs, de constituer un commun plus largement ouvert au territoire du Verdon. Et puis, dernier point qui me semble vraiment important, de la même manière que tout à l'heure on parlait des absents, il y a une majorité, me semble-t-il, il faudrait faire le compte statistiquement parlant, mais d'inconnus. Finalement, on a beaucoup de gens qui habitent sur le territoire du parc, mais qui ne connaissent pas le parc, qui ne connaissent pas même son existence, encore moins ses missions, et qui parfois même peuvent être en opposition ou en décalage par rapport aux valeurs, les fameuses valeurs parc dont on a beaucoup entendu parler. Et donc là, il y a un travail, mais c'est une question, une question qui est posée au parc. Est-ce que le parc doit mettre de l'énergie pour faire venir à lui ce public-là d'inconnus qui parfois n'est pas forcément acquis à sa cause? Ça me semble être un ensemble de questions à discuter dans les 15 ans à venir, notamment par rapport à cette charte nouvelle qui est en train de se mettre en place. Pardon d'avoir été un peu long. Merci beaucoup. On avait justement une question de Mathilde du Parc qui demandait si parmi les personnes interrogées, il y avait un sentiment un petit peu d'appartenir au parc, notamment par rapport aux nombreux modes de vie évoqués, à la diversité. Oui, alors c'est pas été du tout. En fait, ce qu'on a essayé de faire dans cette enquête, quand on fait des enquêtes comme ça, évidemment, on a un point de départ. On ne part pas de rien. Généralement, le point de départ, c'est les personnes ressources qui nous disent tiens, pour ton enquête, ce serait bien d'aller voir telle et telle personne. Donc c'est vrai que le point de départ était une liste d'habitants que Suzanne et les collègues nous ont fournis au début. Et donc c'est des gens qui, évidemment, et par essence, connaissaient le parc. Mais l'idée, ça a été de se détacher progressivement aussi de cette liste de départ pour aller voir des gens qui, précisément, ne connaissaient pas forcément le parc. Donc, il y en a un certain nombre qui, effectivement, ne se sentaient pas appartenir au parc pour plusieurs raisons. Certains ne le connaissaient pas et d'autres considéraient que le parc n'était pas forcément dans des positionnements qui leur convenaient. Notamment, j'ai en tête, mais il faudra creuser la chose. Suzanne, il y a, je crois, ce rapport qui est accessible sur le site du parc, ou en tout cas une synthèse. Mais il y a des gens qui considéraient, par exemple, que le parc, c'était une machine qui était un peu inertique comme ça, qui n'allait pas assez vite par rapport aux besoins que des habitants pourraient avoir ou des gens du monde économique pourraient avoir et tout ça. Donc, c'est pas si tranché que ça. Ok, bon, bah, merci Mathieu. Effectivement, il y a beaucoup de choses. On est tous un peu frustrés parce qu'en fait, il y aurait encore plus de choses à dire et à échanger. Mais bon, voilà, l'objectif, vous l'avez bien compris, c'était plutôt de venir un peu titiller votre réflexion. Donc, on va se retrouver. Enfin, je ne sais pas s'il y a d'autres. Timothée, Isabelle, est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions? Non, on avait quelques remarques là sur le courrier du parc, etc. Pas de questions. Il y a pas mal de monde qui commence un petit peu à partir parce qu'on arrive à 19h. Donc, Ok, donc
Oui, voilà, c'est ça. Donc, juste avant que tout le monde s'en aille, donc rapidement, juste pour vous donner rendez-vous pour samedi. Donc, vous avez vu, samedi, on vous propose de travailler. On a fait le choix sur 3 thèmes d'atelier. Un premier atelier, on va plutôt zoomer un peu sur la question de l'accès à l'alimentation et en se posant aussi la question de type d'alimentation. Un deuxième atelier où on va sûrement prolonger les échanges qu'a initié tout à l'heure M. Amadeo sur finalement comment on habite ce territoire, comment on y vit, comment on s'y déplace. Et un troisième atelier où on va peut-être plutôt prolonger les discussions suite à la présentation de Mathieu sur comment on fait société dans le Verdon, voilà, et comment est-ce comment on crée du lien social. Donc, je vous redis, hein, vous avez la possibilité de vous inscrire et de trouver toutes les informations, y compris pas mal de documents à lire, de petits films, de choses à écouter, des interviews qui ont été faites sur Radio Verdon et qui sont disponibles aussi sur les 4 thématiques et qui peuvent venir nourrir toute cette réflexion. Et donc, peut-être avant de